C'est le moyen de transport préféré des quelques touristes qui rejoignent la Thaïlande après leur visite des temples d'Angkor Wat au Cambodge. 4 petites heures de mer et une seule escale sur le trajet du Royal, Kosdak, l'île du roi. On arrive presque sur Kosdak. On va s'y arrêter une dizaine de minutes. Ce qu'on trouve sur cette île, on trouve des familles de pêcheurs, des montagnes et aussi une pagode. Sur Kosdak, il y a des pêcheurs, des montagnes, une pagode et une poignée de gamines très impatientes de grimper à bord du Royal. « 10 petites minutes à l'aller, 10 petites minutes au retour. À peine le temps de débarquer et de décharger les précieuses marchandises venues de Phnom Penh ou de Thaïlande. Tout juste le temps pour Roat et ses copines d'écouler à la sauvette quelques encas locaux aux visiteurs de passage. On vend des mangues, des beignets de bananes, des œufs, des gâteaux et du riz. Il faut faire vite. Le Royal n'attend pas. Et Roat a dû trouver un moyen de prendre un maximum de sacs à chaque voyage. Moi, je me mets les sachets sur les doigts, comme ça. Ce sont des marchandises qu'on achète au marché le matin et qu'on prépare pour les revendre aux visiteurs. Ça nous permet de gagner un peu d'argent. Avec les Cambodgiens, on gagne jusqu'à 2 bahts, mais avec les étrangers, on peut se faire jusqu'à 10 bahts. Et tu gagnes combien à chaque passage? Oh, moi, pas grand-chose parce que je suis pas très bonne à la négociation. À Kosdak, en tout cas, on paye en baht, la monnaie du puissant voisin. Car la Thaïlande n'est qu'à 2 heures de l'île, pour son bonheur et son malheur aussi. Longtemps, Kosdak n'a été qu'un îlot inhabité, perdu au milieu du golfe de Siam. Mais au début des années 80, le destin de l'île va basculer. Le Cambodge sort alors de 20 ans d'une guerre fratricide et d'un génocide orchestré par les Khmers rouges qui a coûté la vie à 2 millions de Cambodgiens, un tiers de la population du pays. Avec le retour à la paix, Kosdak voit débarquer des centaines de familles venues chercher en mer ce que la terre ne leur donne plus depuis longtemps. Talongung a beau avoir 70 printemps, il a gardé en mémoire l'étrange histoire de son île et de ses habitants. Quand je suis arrivé ici, dans les années 50, il n'y avait personne. J'ai commencé à cultiver des noix de coco sur cette partie de l'île, et puis j'ai fait venir mes proches, et on s'est retrouvés à 3 familles. À l'arrivée de Pol Pot, en 1975, on a dû s'enfuir en Thaïlande. L'île est restée déserte, plus personne n'a vécu ici jusqu'à notre retour. À la chute du régime des Khmers rouges en 1979, Talong décide de rentrer enfin sur son îlot, occupé par une poignée de militaires vietnamiens. Il emmène dans ses bagages une quinzaine de familles qui ont tout perdu dans la tragédie. Tous ces gens ne savaient plus où habiter. Leurs terres, dans leur village d'origine, étaient souvent occupées par d'autres. Alors, ils sont venus ici avec moi et ensuite, ils ont fait venir leur famille. Après, d'autres encore sont venus s'installer en quittant leur campagne, leur province, et on s'est tous retrouvés à vivre sur cette île. 600 familles se partagent désormais les rivages de Kosdak. 600 familles qui vivent essentiellement de la pêche, la principale activité de l'île. Som a été parmi les premiers à se réfugier ici pour fuir la misère
les champs de mines et un enrôlement de force dans l'armée. C'était il y a 20 ans. J'avais une tante qui avait quitté notre village pour s'installer sur cette île et qui m'a dit qu'on pouvait y gagner sa vie. Chez nous, c'était trop dur. L'agriculture ne rapportait rien. Alors j'ai décidé de partir, de quitter la terre pour devenir pêcheur et tenter de gagner ma vie en mer. Sur Kosdak, Som trouve un havre de paix. La mer y est généreuse et il parvient à se construire un bateau pour partir pêcher dans l'archipel, loin d'un Cambodge, hanté par les fantômes du passé. Mais aujourd'hui, il s'y sent à l'étroit, comme pris au piège sur ce gros caillou isolé du reste du pays. Cette île, c'est vraiment une île toute petite. C'est comme si on vivait au fond d'un puits sans jamais voir dehors. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. On n'y rencontre jamais personne de nouveau. Et il y a des jours, je regrette vraiment d'être venu ici. Et je voudrais vivre ailleurs. Car je sais bien que la situation des villes et du reste du pays s'est améliorée depuis quelques années. Monsieur Hoon est un homme important à Kosdak. Sans doute l'homme le plus important de l'île. Car sans Monsieur Hoon, le cœur de Kosdak cesserait de battre. D'abord, il y a son usine à glace, capable malgré ses allures d'usine à gaz de produire chaque jour jusqu'à 2000 pains de glace. La glace, c'est essentiel sur cette île. Il en faut pour expédier la pêche en bon état. Sans glace, le poisson pourrirait avant même d'arriver à terre. Et si Monsieur Hoon peut promener ses adorables chihuahuas à travers Kosdak, c'est grâce à la route qu'il a fait construire et qui relie surtout le complexe touristique qu'il est en train d'aménager au beau milieu de l'île. C'est pour permettre aux touristes de venir se loger sur l'île dans mes guest house. Il y a de belles plages ici. Les îles autour sont très agréables. C'est un endroit idéal pour accueillir des étrangers. Monsieur Hoon règne aussi sur le réseau d'eau douce et l'usine électrique de l'île. Et quand on lui demande si tout cela ne fait pas de lui l'homme le plus important de Kosdak, c'est pas à moi de vous dire si je suis important ou non. Bien sûr que mon mari est l'homme le plus important de l'île. Il est indispensable pour tout le monde ici. Il fait tout. Il construit les routes, il produit l'électricité, l'eau potable. Sans lui, ce serait très difficile de vivre ici. Son immense fortune, Monsieur Hoon la doit bien sûr à la pêche. Sa maison est la plus grande de l'île et donne directement sur son quai de déchargement, où chaque jour, des dizaines de bateaux viennent livrer le fruit de leur longue semaine passée en mer. Et pour veiller sur la bonne marche de ses affaires, dans un coin de son imposante demeure trône l'hôtel des dieux et des ancêtres. Comme un petit bout de Thaïlande, le pays d'origine de Monsieur et Madame Hoon. De là à se demander si Kosdak est bien une île cambodgienne. L'île appartient bien au Cambodge, mais on ramène tous ces objets de Thaïlande pour pouvoir prier, pour nous sentir heureux et protégés ici. C'est comme ce collier, par exemple. Je le porte toujours sur moi pour éviter toutes sortes de dangers pendant les voyages. C'est la même chose. Ces dieux thaïlandais sont là pour nous protéger. Et visiblement, les dieux thaïs de Monsieur Hoon n'ont pas la même sollicitude pour tout le monde.
quelques bâtons d'encens à l'avant de son bateau. Som, lui aussi, préfère s'assurer de la bienveillance divine. D'autant qu'aujourd'hui, le vent lui impose de poser ses filets au plus près des îles, un risque supplémentaire de rentrer les cales vides. Car depuis quelques années, les eaux de l'archipel sont désertées par les poissons. Et les pêcheurs de Khosdak subissent chaque jour un peu plus les effets dramatiques de la surpêche. Quand je suis arrivé en 87, ça regorgeait de poissons par ici. Je pense que près de 80% de la ressource a disparu. Avant, on n'arrivait même pas à sortir nos filets dans cette zone, tant il y avait de poissons, de crevettes et de crabes. Maintenant, on ne trouve plus que des petites quantités. Et la raison, c'est qu'il n'y a pas que nous qui pêchons par ici. Il y a aussi les autres. Et c'est pour ça que le poisson est devenu si rare. Les autres, ce sont les gros chalutiers thaïlandais pour la plupart, que les petits pêcheurs comme Som accusent de venir piller les eaux de leur archipel. Autorisés à pêcher dans des zones situées très au large, ils en franchissent par centaines les limites, au mépris des lois cambodgiennes. Le sujet est sensible à Khosdak. Suffisamment pour que des agents du bureau des pêches et de la police locale nous accompagnent à chacune de nos sorties en mer. On vous accompagne pour vous aider à travailler sur notre mer. C'est pas qu'il y ait des problèmes de sécurité, mais comme vous êtes étranger, il vaut mieux qu'on soit là pour vous faciliter la tâche. À la radio du bord, Toeum se plaint lui aussi de ses mauvaises rencontres de la nuit. Ces derniers jours, Toeum a perdu près de 70 casiers, arrachés sans vergogne par les chaluts de ceux qu'il surnomme les seigneurs de la mer. C'est l'anarchie. Ils coupent nos lignes et on se retrouve à devoir racheter sans cesse des casiers, avec le peu d'argent qu'on gagne. Ce qu'il faudrait, c'est que ces gros bateaux pêchent plus loin de nos îles. Que les seigneurs de la mer s'éloignent pour travailler à 3 ou 4 milles d'ici et qu'ils laissent cette zone aux petits pêcheurs comme nous, qui ne peuvent pas s'éloigner autant que pour pêcher. Pour avoir un peu de chance de ne pas rentrer bredouille, Som a dû, comme à chaque fois, s'éloigner vers le large pour y jeter ses filets. Et c'est de nuit qu'il finit de remonter sa pêche, un peu inquiet tout de même de ces lueurs qu'on aperçoit tout autour de son bateau. C'est pas les lumières d'une ville, ce sont des bateaux de pêche, des bateaux lumières qui pêchent de nuit. Si on veut que la pêche s'améliore, c'est ce type de bateau qu'on devrait empêcher de venir chez nous. Et je peux vous dire qu'on verrait très vite revenir les poissons. Parce qu'avec leur lumière, ils prennent tout ce qui est autour d'eux. Ils attrapent tout, et puis ils rejettent ce qui ne les intéresse pas. Mais il vaut mieux pas que je réponde à trop de questions là-dessus, vous savez. Malgré le tabou qui entoure leur activité, Som décide de prendre le risque de nous montrer d'un peu plus près ces bateaux lumières qui pêchent chaque nuit en toute illégalité dans les eaux cambodgiennes. Mais soudain, les lumières s'éteignent à l'horizon, comme par miracle. Je regarde si j'en vois, mais il n'y a plus une seule lumière, c'est le noir total. Normalement, vous avez vu, il y a des lumières partout sur la mer. Mais là, il n'y en a plus une seule. Je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi.
Quelques coups de fil de nos anges gardiens du bureau des pêches auront suffi à faire décamper les pêcheurs illégaux de la zone, comme pour effacer les preuves de leur forfait. Triste retour pour Toeum. Après une dizaine d'heures passées en mer à chercher ses casiers, il rentre à Kosdak, un peu plus pauvre encore que la veille, un peu plus désespéré aussi. Sa maigre pêche devrait à peine lui permettre de nourrir sa famille, certainement pas de racheter de nouveaux casiers. Et lorsqu'avec Som et ses compagnons de galère, il évoque les passe-droits dont profitent les gros chalutiers thaïlandais, c'est toujours avec une extrême prudence. Il existe bien des lois pour partager les zones de pêche. Mais personne ne les connaît. Il y a aussi un service chargé de contrôler la pêche et les ressources marines. Mais malgré ça, les petits et les gros bateaux continuent de se croiser et de se marcher dessus. Tu sais bien que chacun peut pêcher où il veut à cause de la corruption. Et que les bateaux thaïlandais gagnent chaque mois des millions de dollars sur notre dos. Une voix anonyme pour révéler ce que tout le monde sait, mais que personne n'ose dire ouvertement. On a beau se plaindre, mais il continue de venir. Tu sais bien qu'ils payent des milliards de dollars et que nous on paye rien et que c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. À l'incursion systématique des Thaïlandais sur la mer, s'ajoute leur emprise toujours plus forte à terre. Les 3 seuls mareyeurs qui se partagent les pontons de déchargement de l'île viennent tous de Thaïlande. Toutes leurs transactions s'effectuent en baht et l'essentiel du poisson qu'ils achètent est expédié vers leur pays d'origine. Depuis quelques années, Kosdak prend des allures de base arrière pour le puissant voisin du Cambodge. Et justement, l'un de ces chalutiers, accusés par les habitants de la petite île de venir chaque nuit piller les eaux de leur archipel, accoste au quai de Monsieur Hoon. Et notre mareyeur se montre soudain nettement moins cabot pour parler de ces dragueurs de fond. Ces bateaux thaïlandais ne pêchent pas près des îles. Ils pêchent très au large et ils payent des droits pour venir. Et ils sont nombreux à venir pêcher? Ça dépend des jours. De toute manière, je vous dis qu'ils payent des droits pour venir pêcher dans les eaux cambodgiennes. Monsieur Hoon ne croit pas si bien dire. Le port de Bang Langson, en Thaïlande, juste de l'autre côté de la frontière. C'est ici qu'une grande partie des chalutiers thaïlandais viennent décharger leurs poissons, fournissant du travail à une armée de petites mains, cambodgiennes pour la plupart. Mais c'est surtout des quais de Bang Langson que des dizaines de bateaux lumière appareillent régulièrement pour les eaux territoriales de leurs voisins, réputées plus poissonneuses que celles du golfe de Thaïlande. Ad, le capitaine d'un de ces seigneurs des mers, se prépare justement à repartir. C'est très simple d'aller pêcher au Cambodge.
Il suffit de payer des droits de pêche et ensuite, ça dépend de la distance qu'on compte faire. Si on reste près de la frontière, c'est 40 000 bahts, 800 € environ. Si on va plus loin, on paye 60 000 bahts. La pêche à la lumière est officiellement bannie par la loi cambodgienne. Mais un simple virement international permet de contourner l'interdiction. Le quai le plus important de Bang Krong-Son, c'est le quai de Chalalai, du nom de son propriétaire. Depuis plus de 20 ans, Monsieur Chalalai voit débarquer des tonnes et des tonnes de poissons, dont toujours plus, en provenance du Cambodge. Et ce vieux loup de mer a sa petite idée sur la destination finale des droits de pêche acquittés par les chalutiers thaïlandais. L'argent qu'on donne pour avoir le droit de pêcher finit dans la poche d'un officiel cambodgien. Je ne pense pas que cet argent profite beaucoup au peuple du Cambodge, parce qu'il va directement à un groupe de fonctionnaires qui détiennent le pouvoir. J'ai entendu dire que sur une moyenne de 50 bateaux qui paient des droits de pêche, le gouvernement ne touchait pas plus de 3 parts. Jour de cérémonie au palais du gouverneur de Koh Kong, l'une des 20 provinces du royaume du Cambodge. C'est ici que sont délivrés les permis aux pêcheurs thaïlandais. En grande partie, sous la responsabilité de cet homme, le gouverneur de la province, accusé par beaucoup et toujours à mots couverts, d'être l'un des heureux bénéficiaires du jackpot que représentent les droits de pêche. Je ne suis pas concerné par cette histoire de corruption sur la pêche. Au niveau du gouvernement, de l'État ou de la province, personne n'est impliqué dans cette histoire de corruption. Alors, la corruption, pourquoi parlez-vous de corruption ? Quant à l'ampleur de la pêche illégale et la volonté des autorités d'y mettre fin, là encore, le gouverneur de Koh Kong se montre très ferme. Nous mettons en œuvre des moyens et du personnel pour cela. Mais la côte du Cambodge fait plus de 300 km. Et puis la mer est tellement grande. Une fois par mois, quand le budget et le temps le permettent, le sergent Falkoum du service des pêches part en mer pour une patrouille dans les eaux cambodgiennes. Objectif de la sortie du jour, nous montrer l'efficacité et la détermination des autorités dans leur lutte contre la pêche illégale. Une démonstration de force qui promet d'être impressionnante. Les 2 pétoirs du bord ont été donnés avec la vedette par l'armée vietnamienne en 1979. Et la vitesse maximale du rafio ne dépasse pas les 12 nœuds. Par chance, le premier contrôle concerne un chalutier cambodgien un peu surpris de cette visite inopinée. Et le sergent Falkoum ne peut que reconnaître que la tâche serait un peu plus compliquée avec des pêcheurs illégaux. S'il s'agissait d'un bateau qui pêche illégalement, on ne serait pas sûr de pouvoir la raisonner aussi facilement. Car souvent, ils relèvent leur filet quand on arrive et ils s'enfuient. Il faut dire que notre bateau n'est pas équipé de radar. Pour les voir de loin, nous n'avons qu'une paire de jumelles, une simple paire de jumelles. Pas de radar le jour, une torche de fortune pour la nuit. Et malgré la bonne volonté du sergent Falkoum, les effets de ces patrouilles restent bien modestes. C'est vrai que nos résultats ne sont pas aussi satisfaisants que nous voudrions. L'année dernière, nous avons effectué 13 arrestations. Et parmi ces 13 arrestations, 2 cas seulement ont fini devant les tribunaux.
À se demander si les autorités cambodgiennes ont un quelconque intérêt à mettre fin à une pêche illégale, destructrice pour la ressource, mais tellement juteuse pour quelques-uns. À Khosdak, l'histoire bégaie. La surpêche pousse de plus en plus de familles à quitter l'île pour tenter une nouvelle fois leur chance un peu plus loin. Comme beaucoup, Som risque bien de devoir partir un jour. Et il commence à douter qu'il pourra encore longtemps profiter des bienfaits du golfe de Siam. À l'heure de la prière, il rejoint parfois la pagode sur les hauteurs de Khosdak, même s'il sait que le salut des pêcheurs ne pourra venir des dieux khmers. Je ne peux que demander un peu de bonheur comme les autres. C'est impossible de demander que la pêche soit meilleure, ni d'avoir du poisson, des crabes ou des crevettes dans mes filets. Car le Bouddha et les bonzes qui le servent sont là pour tous les êtres vivants. On ne peut pas leur demander de sacrifier des vies en nous assurant une bonne pêche. Un proverbe de Khosdak dit « À faire le bien, on ne gagne rien, on gagne plus à faire le mal ». Près de 30 ans après l'effroyable période des Khmers rouges, l'appât du gain, la corruption et les compromissions politiques menacent encore lourdement les ressources naturelles et l'avenir du Cambodge. Les habitants de Khosdak en payent chaque jour un peu plus le prix.